Plus aucune vibration. Plus d'entrée. Plus un seul spectateur. En mars 2020, un virus a tout figé. On a vécu des crises, on a vécu les grèves, on a vécu les attentats, mais ça, on n'avait jamais vu. C'est une forme d'écroulement intérieur. Librairie, musée, cinéma, centre d'art, tout cela est à l'arrêt. Pour toutes ces institutions-là, c'est un désastre. On a peu à peu, après ce moment de sidération, pris la mesure de la catastrophe. La pandémie est une véritable bérésina pour l'ensemble de la vie culturelle et artistique. À l'approche du printemps, en à peine 2 semaines, le monde de la culture vacille, tout entier. Le 4 mars, le Louvre ferme ses portes et c'est un choc. C'est signe que le personnel a peur, c'est signe que c'est sérieux. Le 7 mars, le président de la République, Emmanuel Macron, va au théâtre. Et c'est un moment où on est tous en pleine activité. Nous vivions dans l'inconscience. Nous vivions collectivement dans l'inconscience, pas seulement le gouvernement, nous tous. Je me rappelle que le 9 mars, personne ne respecte la distanciation sociale. Et moi, je suis dans le déni, je ne pense pas un instant que ça puisse arriver. Et le vendredi 13, on dit « ça s'arrête ». Point. Boum. Là, il y a eu un cataclysme. À 19h ou à 20h, je ne me souviens plus. Le Premier ministre dit « tout est fermé en France ». J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Et là, c'est un choc. C'est vrai que le jour où on a fermé Fayard, on a éteint les lumières, on a fermé la porte sans savoir quand est-ce qu'on pourrait reprendre une activité et réouvrir. Ça a été un moment assez sidérant, oui. Les artistes, par milliers, tous ceux qui participent à la vie de l'art, sont aujourd'hui en pleine détresse. Dans tout le pays, s'éteignent nos 6000 écrans de cinéma, 3000 librairies, 2500 salles de concert, 1200 musées, 1000 théâtres. Alors, le monde culturel a tenté de résister. Nous allons vous raconter ces 3 mois où les artistes ont imaginé leur monde d'après. On sent un espace de flottement, il faut reprendre possession de ses habitudes. C'est notre outil de travail, le corps, donc on doit s'en servir. Moi, je veux faire tout pour que ça continue les vrais concerts live avec le public. Comment ils s'y sont préparés? Si tout le monde est masqué, porte des gants et du gel hydroalcoolique partout qui tombe en cascade, il n'y a aucun problème. Comment ce secteur, qui fait vivre plus d'1 million de Français et rapporte 7 fois plus que l'industrie automobile, a refusé d'être oublié? Comment la culture s'est réinventée pour enfin se déconfiner? Avril 2020, les musées français parmi les plus visités au monde sont en apnée. Immobilisés pour une durée encore indéterminée. Les institutions culturelles les plus bouleversées après, à cause du coronavirus, c'est sans doute les musées. Il faut imaginer qu'une institution comme le Centre Pompidou, un mois d'arrêt, c'est à peu près 2 millions d'euros de ressources en moins. C'est considérable. La difficulté pour les grands musées, c'est que leur modèle économique repose sur une fréquentation massive. Et on le sait, par exemple, 75% des visiteurs du Louvre sont des touristes étrangers. Donc ce modèle économique ne tiendra plus. Ces lieux tiendront parce qu'ils sont prestigieux, mais ils vont quand même pas mal souffrir, je pense. Ça va pas être simple. Des centaines d'expositions à l'arrêt ou décalées. Comme ici au Palais de Tokyo, ces installations à peine inaugurées, jamais montrées au grand public.
ou encore les très attendus pharaons superstars du Mucem de Marseille, momifiés sur les bords de la Méditerranée. À Paris, la Bourse du commerce, qui préparait son inauguration en grande pompe pour mi-juin, ne dévoilera sa collection Pinault qu'au printemps 2021. Des coûts monumentaux, le Grand Palais perd à lui seul 50 000 € par jour de fermeture. Au début de la pandémie, je m'apprêtais à aller voir l'exposition sur Pompéi au Grand Palais. Et c'est vrai que cette exposition n'a pas pu se tenir. D'ailleurs, c'était presque une allégorie en soi de ce qui nous arrivait. C'est-à-dire que nous étions figés, comme un peu Pompéi qui avait été recouvert sous la cendre. Et nous, on était figés presque par ce coronavirus qui bloquait le temps. L'exposition événement du printemps n'a reçu qu'un seul visiteur. Le directeur du Grand Palais, Chris Dercon, qui pendant ces longues semaines de confinement a occupé seul cet immense espace de 70 000 mètres carrés. Je venais de temps en temps ici et j'avais quand même un énorme bureau et j'ai commencé à étudier le bâtiment en faisant du jogging. J'ai fait les escaliers, des allers-retours et vous savez, si on fait 50 fois ces escaliers-là, c'est quand même sportif, n'est-ce pas? Entre trésors archéologiques et reconstitution 3D de la cité antique, cette exposition immersive s'est figée en plein chantier le 16 mars, à moins de 2 semaines de son ouverture au grand public. Un décor fantomatique. Un peu comme à Pompéi à l'époque, en 79 après Christ, la vie ici, la vie du chantier, la vie de l'installation d'un expositon est aussi arrêtée. Évidemment, toutes les œuvres étaient encore dans les réserves, en sécurité, mais on a laissé la peinture, il y a tous les boîtes en carton, c'est pas du tout un décor. La vie s'est arrêtée. On a maintenant le temps vraiment de réfléchir aussi sur une architecture post-Covid, parce que la jauge de cette exposition nécessairement va changer. On ne peut plus avoir 600, 700 personnes qui visitent l'exposition simultanément. On va pouvoir recevoir 300, sans doute. Mais quand même, tout ça, ça va changer. Donc, les expositions avec des tableaux, l'un après l'autre, objet après l'autre, avec des vitrines, avec des textes sur le mur, où les gens se secouaient, où les gens disaient « Écoute, je veux voir l'œuvre, je veux voir l'œuvre ». Écoute, tout ça va changer. Nous avons tout à fait conscience que ce mode d'accueil du public, il est pour le moment mis en suspens. Alors, il y a des moyens qui existent. C'est aussi d'étendre les horaires, c'est-à-dire d'avoir une pratique qui consiste à ouvrir les musées plus tôt et les fermer beaucoup plus tard, à minuit, à 1h du matin, à 2h du matin. C'est très simple à mettre en œuvre. Avec les circuits de visite qui vont devenir indispensables, puisqu'on ne pourra pas accueillir autant de monde, on va retrouver un rapport singulier à l'œuvre. Et c'est ce qui manquait, c'est ce qu'on avait un peu perdu. Une des conditions, c'est quand même que le public sera obligé de porter des masques. Le public, évidemment, doit se laver les mains. Il y aura des gels. Et le public doit tenir de la distance. Et imaginez-vous que le caméra, c'est donc mon copain, ma copine. Donc c'est ça la distance avec laquelle on peut regarder ensemble des œuvres d'art. Eh bien, on va devenir tous des performeurs. On va devenir tous des acteurs. On se rend compte qu'on n'est pas seul dans une exposition. C'est presque comme un studio de cinéma. Donc, on va devenir tous des acteurs à Pompéi. On va devenir tous des acteurs dans les domus de Pompéi, les domus anciens, les domus actuels. On va travailler et on va performer dans le Corso, dans les rues de Pompéi. On fait partie de cette vie de Pompéi qui ressemble à la vie d'aujourd'hui.
Le Grand Palais ouvrira finalement sa cité antique au grand public. Ciao, merci, ciao. Le 1er juillet. Dans la majorité des cas, les expositions, elles sont reportées ou décalées. Dans un certain nombre de cas importants, elles sont purement annulées, c'est une catastrophe. Je prends un exemple. Une exposition qui a ouvert 4 ou 5 jours avant le confinement, à Rome, consacrée à l'artiste mythique par excellence, Raphaël, avec des prêts venant du monde entier. Cette exposition, elle a fermé, et personne ne pourra la voir, et elle ne pourra pas être reproduite. Au-delà de ces expositions sacrifiées, c'est désormais tout le modèle des musées qui est à repenser. Depuis les années 90, on en arrive à un culte de l'exposition événement, à une sorte de tourisme expérientiel. Quand on va au musée, on dit tiens, j'ai fait Léonard de Vinci, par exemple, pas j'ai vu Léonard de Vinci. Donc les gens, c'est un peu la course à l'échalote de la fréquentation pour les directeurs de salles. Et du coup, on est arrivé à des expositions événements qu'il va falloir repenser parce qu'on ne pourra plus accueillir autant de spectateurs à la fois. Par exemple, l'exposition Shtukin, merveilleuse exposition sur ce collectionneur russe qui avait été présenté à la Fondation Louis Vuitton, là, de Bernard Arnault, qui avait rassemblé 1,2 million de spectateurs il y a 2 ans. Comment faire une exposition aujourd'hui comme ça ? Parce que peut-être les touristes ne viendront plus aussi souvent pour des raisons d'environnement, et parce que surtout, prêter des œuvres qui viennent du monde entier, aller les chercher aux États-Unis, les faire venir, finalement, ça va coûter des fortunes. L'entrepôt de ce transporteur est situé entre Paris et l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, dans un lieu ultra sécurisé et tenu secret. Depuis la crise du Covid, le directeur a vu son activité chuter de 70%, créant un embouteillage d'œuvres d'art. Mais des expositions, on a commencé à travailler au mois de septembre 2019, qui devait avoir lieu courant mars 2020, et on s'est retrouvé avec repoussé à avril, puis repoussé à mai, puis repoussé à septembre, et maintenant, on n'est même pas sûr qu'elles auront lieu en 2021. Là, par exemple, on a eu les œuvres qui sont arrivées de la foire Art Paris, qui devait avoir lieu la première semaine d'avril. Elle a été d'abord repoussée, puis annulée. Donc on se retrouve dans un véritable capharnaüm douanier, avec des œuvres qui sont venues en France avant une foire, qui n'aura pas lieu, qui doivent donc être réexpédiées dans leur pays d'origine, sans avoir été exposées. Et donc par exemple, là on a une œuvre monumentale, qui fait à peu près une vingtaine de mètres carrés au sol, 30 mètres cubes de volume, ça fait 5 tonnes en poids volumétrique. Quand le cours du fret passe de 2 € du kilo à 12 €, forcément, ces œuvres-là vont être de moins en moins amenées à voyager, et notamment pour de longues distances. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment de transformer nos modèles et d'arrêter la course à l'exposition temporaire permanente pour privilégier davantage les collections ? En France, on se targue d'avoir des collections énormes, donc peut-être est venu le temps de montrer les collections que tous les plus grands musées français ont. En juin 2020, la France, premier pays exportateur d'œuvres d'art au monde, reprend progressivement son activité. Les musées rouvrent leurs portes avec une nouvelle gestion du public et les fameux gestes barrières, un défi auquel est confronté l'ensemble des lieux culturels. Librairie, musée, cinéma, centre d'art, salle de cinéma, salle de concert, salle de musique actuelle et le reste, et les bibliothèques. Tout cela est à l'arrêt. Comment réinventer un univers clos par essence ? Cette salle obscure où l'on partage des gestes,
des émotions, des regards, du popcorn. Je crois que toute la profession vit cette crise comme quelque chose de démentiel parce qu'il y a une incertitude totale. C'est pas tellement le fait qu'on dise tiens pendant 2 mois, 3 mois sont arrêtées les salles, c'est que on a énormément de difficultés à savoir comment sera le jour d'après. Les cinémas ont plusieurs problèmes. Ils ont un problème économique, d'abord parce que la plupart sont privés. Ils doivent donc payer le loyer, le personnel. Ils n'ont pas beaucoup de personnel, mais enfin quand même. Beaucoup ont fait de gros investissements dans le numérique, rénovation des salles, des fauteuils, et c'est pas simple. Et puis est-ce que le public aura ce désir de revenir à partir du moment où il a passé 4 mois à voir des films chez lui? Personne ne peut répondre à ce jour. « 3 mois que son cinéma est confiné, et lui avec. » Bonjour, monsieur Gérard. Et le masque alors? Ça va? Ça va? La famille de Monsieur Gérard exploite cette salle depuis plus d'1 siècle, mais n'avait jamais connu de si longue fermeture. Ce matin, son voisin libraire, lui, a rouvert. Tout repart, mais sauf nous, quoi. On comprend pas trop. Moi, je vois les gens au touche-touche. Après tout, on se dit, bon, bah mince, quand même, c'est marrant, nous, on est un peu à l'écart de tout ça. Est-ce que c'est tout à fait logique? Je sais pas. Je me demande. Alors, en attendant, 1 fois par semaine, Monsieur Gérard se prépare. Dans les clients, il n'y a pas grand monde. Hein. Ça, Hygiaphone, ça existe depuis quand même pas mal de temps. Je sais pas qui a inventé ça, mais il y avait déjà des moyens de lutter contre le virus. Hein. Tous les mercredis, il déconfine pour de faux et vient faire tourner ses projos. C'est comme les vieilles bagnoles, c'est comme les mobylettes, c'est comme tout. Moins ça roule, il faut faire attention. Eh bien écoutez, bonne projection. Hein. On y va. Et là, pendant un bref instant, le sentiment d'un plaisir interdit depuis des mois. Presque oublié. Celui d'une séance de ciné. C'est un réflexe du projectionniste, ça. Je regarde toujours un peu dans la salle, puis là je vois la salle vide. Alors c'est vrai que ça, c'est un peu dur, quoi. Hein, ça fout un peu les boules, passe-moi l'expression. C'est un peu dur, quoi. Ça nous fend le cœur, comme disait l'autre, hein, ça nous fend le cœur. Et parfois, par ce huis clos, vous voyez les couples s'embrasser, des choses comme ça. Ah. Vous avez vu ça, vous me racontez un peu ce que Oh, vous je voyez. peux pas te raconter tout. Ah bah. Si tu savais ce que je peux... Alors là, il y a des trucs que je peux pas dire. Les salles obscures. Ah bah le cinéma, c'était le coin des jeunes amoureux avant. Hein. D'ailleurs, dans tous les films, il y a une référence comme ça. Hein. Quand on amène sa copine au cinéma, c'est pour essayer de lui faire un petit bisou. Hein. Comme pour Sophie Marceau en 1980, le cinéma est un lieu de rencontre. Où souvent, face à l'écran, les gestes barrières volent en éclats. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Sans salle de cinéma, il n'y a pas cette magie, il n'y a pas ce miracle de la rencontre entre une œuvre filmée et des spectateurs. La salle de cinéma, elle est irremplaçable. Et on pourra imaginer toutes les retransmissions du monde, toutes les captations du monde. Rien ne remplacera
une salle de cinéma? A priori, je ne vois pas ce qui peut vraiment gêner le fonctionnement demain des salles de cinéma pendant la crise et tout en respectant totalement les gestes barrières. Sur des salles de 250 ou 300 fauteuils, c'est rare qu'il y ait plus de la moitié de la salle qui soit là, ou alors c'est qu'on est dans un succès colossal et dans ce cas-là, il est tout à fait possible de rajouter d'autres écrans pour absorber le nombre de clients. La salle, c'est un endroit où les gens se retrouvent, où ils rigolent ensemble, où ils pleurent ensemble. Ça, c'est vachement important. Faut pas que ça disparaisse. Ça peut pas disparaître, j'espère. Il faut sauver cet aspect sociétal. La société, c'est pas une somme d'individus dans des petits cubes comme ça chez eux en train de regarder un écran. La société, c'est sa vie ensemble. Tout, c'est fondamental. L'être humain est un être par définition sociétal. Les 2000 cinémas du pays rouvriront finalement leurs portes le 22 juin. Pas encore relégués au statut de vestiges du passé. Le patrimoine, c'est toujours la première chose qui souffre quand vous avez une crise. Toujours. Pourquoi? Parce que les vieilles pierres, ça ne manifeste pas, ça ne descend pas dans la rue. Les vieilles pierres, ça peut attendre. Et ensuite, il ne faut pas oublier quand même que le patrimoine fait vivre énormément de personnes en France par le biais du tourisme, ça on le sait. Il y a une atteinte finalement symbolique au lieu du patrimoine, puisque la désaffection par le tourisme va affaiblir les ressources qui permettent à ces lieux de continuer à se réinventer. On ne compte plus les lieux patrimoniaux, les châteaux, les monuments en France, qui font des expositions d'art contemporain, qui font des concerts de musique contemporaine ou actuelle. Du château de Versailles à Chambord, des expositions d'art contemporain, des événements spectaculaires pour ranimer les vieilles pierres, mais qui coûtent cher. Certains annulés, d'autres reportés, leurs budgets à venir seront forcément impactés. Avant de pouvoir à nouveau attirer les foules, nos monuments devront donc être inventifs, y compris le plus grand d'entre eux. Pour la Tour Eiffel, les pertes donnent le vertige. Chaque jour, ce sont 300 000 € qui s'envolent. Et elle ne reverra pas de sitôt ses 6 millions de visiteurs annuels. Normalement, ici, vous avez plusieurs centaines de personnes. La capacité de cet étage, c'est 1200 personnes. On a toujours des familles, des enfants qui courent dans tous les sens. Donc ces bruits, on les entend plus beaucoup. Aujourd'hui, on n'a personne, comme vous pouvez le voir, ce qui rend un petit peu triste. Sans ces touristes, la Dame de Fer est comme nue. Et quand il s'agira de rouvrir, il faudra compter sans sa principale clientèle, 80% de touristes étrangers. Bien évidemment, c'est important de changer un peu notre modèle et d'attirer davantage le public de proximité, c'est notre priorité. Donc attirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire des efforts tarifaires importants pour certaines catégories de personnes. C'est aussi mettre de l'animation, davantage d'animation pour accueillir, par exemple, des DJ, accueillir une clientèle aussi un peu plus jeune. Des petits concerts avec masques et distanciation, la reconquête s'annonce modeste. Et sans clou du spectacle. Le dernier étage, accessible uniquement par cet ascenseur. Là, on va pas pouvoir tous monter, donc il faut... c'est vous deux ou... Moi, je suis obligé de monter déjà. Avec les nouvelles normes, il est désormais trop petit. Alors, je pense qu'il vaut mieux que je me mette ici, parce que... C'est un ascenseur, comme vous le voyez, qui est assez étroit. Et donc, on ne va pas l'ouvrir tout de suite. On va mettre plusieurs semaines et je pense qu'on commencera à la rentrée. À 300 mètres de hauteur, vue imprenable sur la ville, redoutable pour la culture. Nos amis du Petit Palais, du Grand Palais, le Centre Pompidou et puis le Louvre. On a un peu la cartographie de ce qui est fermé, mais qui va rouvrir. Voilà, ça va vite rouvrir parce que ce coronavirus, à un moment donné, il faut que ça se termine.
Avoir confiné la culture pendant cette crise, je pense que ça a été une erreur parce que tout le monde s'est observé. Il n'y a pas eu d'instruction ferme. Il n'y a pas eu de directive du ministère. Déjà, c'est difficile de comprendre pourquoi les librairies n'ont pas été ouvertes pendant 2 mois. Pour moi, ça, c'est totalement incompréhensible. Je ne vois pas quel était le risque dans les librairies qui soit supérieur au risque dans les hypermarchés et chez les marchands de légumes. On n'a pas fait confiance du tout à la responsabilité du public. On aurait pu leur donner des consignes, on aurait pu leur dire des choses. À la responsabilité des directeurs de salles, ils auraient pu réfléchir entre eux. Non, ça a été tout de suite, c'est tombé comme un ordre divin. C'est vrai que la culture, elle a été un tout petit peu passée à l'as pendant 2 mois et demi, alors que c'est un moment où les gens n'en ont jamais eu autant besoin. Certaines salles de spectacle trouvent d'autres moyens d'exister, de contourner ces nouvelles contraintes. À la Philharmonie de Paris, les concerts continuent mais dans une salle entièrement nue. Hier, la rockstar du piano, Katia Bouniatichvili, se produisait ici devant 2400 personnes. Aujourd'hui, elle est seule avec une caméra. En effet, la Philharmonie, jusqu'au mois de juillet, va faire quelques tests de spectacles avec des musiciens, des orchestres, je pense petites formations, qui vont jouer devant une salle vide ou quasiment vide. Et pourquoi ils font ça? Ils font ça, je pense, pour montrer qu'ils vivent. Des concerts diffusés sur Internet pour des dizaines de milliers de spectateurs virtuels. Katia Bouniatichvili, qui doit renoncer à une 50aine de dates prévues jusqu'en septembre, remonte sur scène. Pour la première fois. Ça m'a fait du bien de jouer, vraiment. Je n'attendais pas en fait. Parce que je n'ai pas joué depuis le confinement et de confinement dans la salle et ça m'a bouleversée quand même. Faire les captations dans un moment de crise, je comprends. Je suis d'accord de le faire et j'applaudis parce que c'est quand même un acte qui pense à comment survivre pendant la crise. Mais pour que ça devienne la normalité, ça sera triste. Je pourrais vivre, bien sûr, mais ça sera comme couper... Comment ça s'appelle? Mes ailes, oui. Couper mes ailes. Souvent, on pense que le public, c'est juste les gens qui achètent des billets, c'est tout. Non, sans eux, on n'a pas la même interprétation et sans eux, mon interprétation ne sera pas chaque fois différente. Parce que c'est ça aussi qui est particulier avec le public, c'est que je ressens chaque fois le morceau différemment parce qu'il y a différents publics, parce que mon état d'âme n'est pas pareil chaque fois. Et toutes ces choses ensemble créent un moment unique, là où on ressent une vraie vie pour l'artiste. La merveille d'un concert, d'un spectacle, c'est que les gens payent sans être sûrs de ce qu'ils vont voir, de la qualité de ce qu'ils vont voir. C'est une sorte de miracle, ça. Mais de miracle qu'on accomplit tous collectivement. Il est évident que nos lieux, qui sont des lieux de promiscuité, qui sont des lieux où on est les uns à côté des autres, mais on est les uns à côté des autres physiquement, mais aussi symboliquement, parce qu'on partage quelque chose. Pour moi, la culture, c'est quand même quelque chose de partagé, et c'est une émotion partagée. C'est de sentir quand la salle prend ou elle ne prend pas. Vous le voyez quand une salle prend. Donc c'est voir comment les gens réagissent.
C'est se dire, j'y étais avec des gens que je ne connais pas, on était ensemble, on se verra peut-être plus jamais, mais on y était ce jour-là. Les salles de concert, c'est pour les artistes, mais aussi pour leur public. Ça doit être leur maison. Là où il vient fatigué ou pas fatigué ici pour assister à un concert, c'est un moment tellement beau. Ça fait rêver, ça fait communiquer les gens d'une manière qui est unique. Moi, je veux faire tout pour que ça continue, les vrais concerts live, que ça existe avec le public. N'importe quelle œuvre admirablement reprise avec tous les moyens techniques d'aujourd'hui sur un écran ne remplacera jamais le contact avec cette œuvre. Avril 2020, comme beaucoup d'artistes, les Rolling Stones offrent au monde entier une interprétation maison de leur tube. Chacun depuis leur salon respectif. Un grand moment musical du confinement, 4 millions de vues. Les Rolling Stones ont fait ça et c'est très bien, mais il n'y a pas l'émotion du vrai concert. Ces groupes mythiques, tête d'affiche des grands festivals d'été, ne regoutteront pas tout de suite au charme des bains de foule. Ça, évidemment, cet été, ça sera absolument impossible. Et après, je pense que ça fera peur, en fait, aux gens. Le public aura peur de se rendre dans ce genre de festival avec beaucoup de monde. Pour moi, ça, c'est quelque chose, c'est une douleur intenable de ne pas avoir cette perception de l'art et de la culture par des corps. Ce qui est absolument extraordinaire dans la musique, c'est que tout à coup, des corps vont se mettre à danser, quand des sons vont se mettre à être produits. Ça n'est pas uniquement la vue qui est sollicitée, mais c'est l'ensemble de notre corps. Et vous savez, il n'y a que le sport qui offre ça, et il n'y a que le théâtre et le spectacle vivant qui offrent ces moments de communion, de gens qui ne se connaissaient pas avant et qui tout à coup vont partager quelque chose. L'été 2020, 2640 festivals de musique sont annulés en France, soit environ 3 milliards d'euros de pertes estimées au niveau national. Face à ce désastre, on doit évidemment chercher à inventer. Je prends un exemple concret. La fête de la musique a lieu chaque année le 21 juin. C'est un moment de grâce au cours duquel les gens, j'allais dire, s'aiment les uns les autres à travers toutes les musiques du monde. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Il faut absolument que le 21 juin, il se passe des choses. Donc, place à l'imagination pour contourner cet obstacle de l'empêchement du rapprochement physique. Le Covid a bouleversé tous les événements de plus de 5000 personnes, obligeant les organisateurs de festivals à les repousser, voire les annuler. Le plus emblématique d'entre eux, le Festival de Cannes, donne rendez-vous chaque année en mai au Cinéma Mondial. Mais le 12 mai 2020, pour la deuxième fois de son histoire après mai 68, la salle Louis Lumière du Palais des Festivals, avec ses 2300 invités, est restée totalement vide. Une catastrophe artistique et économique pour l'industrie du cinéma. Il faut savoir que Cannes en soi, c'est quand même un des 3-4 plus gros événements mondialisés. C'est fou. Hein. Il y a les Jeux Olympiques, une Coupe du Monde de foot, et il y a Cannes. Cannes, ça vient du monde entier.
C'est pour nous un moment fondamental de notre année, puisque c'est souvent la base de lancement d'énormément de films, c'est la reconnaissance pour des artistes, c'est l'année dernière la découverte pour la France entière des Misérables, et je pense que sans le Festival de Cannes, jamais il y aurait eu un écho aussi fort. Mais il faut savoir que derrière, c'est une industrie énorme et c'est un marché. C'est le plus gros marché du cinéma et c'est quand même un espace où ça grouille, où les gens sont ensemble, etc. C'est l'endroit aussi où nous on fait beaucoup d'acquisitions, on choisit des films, on a des rencontres professionnelles pour les coproductions des films prochains. Donc d'un coup, c'est un coup d'arrêt terrible au métier. Longtemps reporté, le festival n'aura finalement jamais lieu dans sa forme traditionnelle. Le coronavirus pourrait bien impacter aussi l'édition 2021. Quels films seront terminés à temps pour être en compétition dans un an? Nous avons eu la chance de ne pas avoir de tournage interrompu. Et je pense que les producteurs qui ont des tournages interrompus, je pense que pour eux, c'est la situation la pire. Il ne faut pas oublier non plus que tous ces tournages à l'arrêt, c'est autant de films qu'on ne verra pas dans les 6 mois, 1 an qui suivent. Il va falloir pour eux retrouver les mêmes conditions, l'état d'esprit, même si on pense qu'évidemment les équipes seront extrêmement motivées pour retravailler. Il va falloir se réhabituer à former une équipe. En France, une centaine de tournages auraient ainsi été arrêtés ou reportés. Comme le film Adieu Monsieur Hoffman du réalisateur Fred Cavaillé, avec Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudot. À Montmartre, les décors ont été abandonnés suite au confinement. Des éléments qui replongent Paris dans la France de l'occupation allemande, figeant la ville dans les années 40. On ne sait pas demain comment ça va pouvoir repartir. Comment faire pour tourner lorsque vous avez en effet sur un plateau des dizaines de personnes, parfois dans des lieux eux-mêmes confinés, étroits, où les gens ne cessent de se toucher, de se croiser, de se parler, où les comédiens, évidemment, peuvent être amenés à se toucher, s'embrasser. Not allowed to kiss back, huh? Oh, no. The doctor said it was bad for my thermostat. Ils ont peur, les artistes. Ils n'ont pas envie de ça eux-mêmes. C'est pas, ils sont inquiets. Donc les scènes d'amour torrides, c'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, le nombre de contraintes sur un tournage, il est hallucinant puisque je crois que les assureurs demandaient, entre autres, que les gens se confinent pendant 8 semaines de suite. Techniciens, acteurs et personnel. Voici un protocole sanitaire de reprise des tournages de l'un des principaux assureurs français. Référent Covid, désinfection des lieux de tournage, prise de température de l'équipe. Plus étonnant, les comédiens et figurants sont appelés à se maquiller et s'habiller par leurs propres moyens. Si les tournages ont repris au compte-gouttes en juin 2020, les productions prévoient une augmentation des coûts de film d'environ 10 à 15%. Au-delà du cinéma, c'est toute la création qui est bousculée. Je pense aux acteurs, je pense aux choristes d'un orchestre, je pense aussi aux musiciens qui soufflent dans leurs instruments pour certains, qui sont très proches. La portée d'un cuivre, je crois que c'est à 10 mètres. Donc ça arrose tout l'orchestre, quoi, quelqu'un qui souffle dans un trombone. On crie, on chante, on postillonne, on s'embrasse, on se bagarre. Que vont devenir ces gestes? Est-ce que ça veut dire que demain, les œuvres uniquement où les gens devront être à distance pourront avoir lieu? Je suis un animal mimant. À cause du Covid, Marie-Claude Pietragala et Julien Desrouault ont dû stopper net tous leurs spectacles en cours. Va pas trop bas, ça sert à rien. Ça sert à rien? Non. Ici. En couple à la ville, ces danseurs peuvent continuer à répéter, à s'entraîner, à danser ensemble.
c'est vrai que la danse, si vous ne pouvez pas toucher l'autre, c'est très compliqué. C'est-à-dire, bon, déjà, on voit à quel point c'est compliqué dans la société. Déjà, dans la vie normale, de ne pas rentrer en contact, c'est déjà pas notre culture. Le fait d'attraper l'autre, de le prendre et de pouvoir sentir son énergie, de pouvoir aussi sentir la force qu'il vous donne pour partir en déséquilibre ou pour faire une pirouette ou un porté, ça serait vraiment couper les ailes à cet art. Nous, déjà, en tant que chorégraphes, on notait à quel point déjà on était dans une société qui n'aimait pas le contact physique. Souvent, je disais que dans les grandes villes, il était plus simple d'insulter les gens que de les toucher. C'est-à-dire que les gens ne supportaient plus même qu'on rentre en contact avec eux. Le fait d'être en distanciation sociale, qui est plutôt d'ailleurs une distanciation physique, est quelque chose qui, je pense, fabrique des énergies très négatives dont on ne mesure pas l'impact encore aujourd'hui. Si cette relation au corps était amenée à être contrainte, ou l'endroit de la physicalité, avec le Covid, de la proximité, de nos corps, de notre sueur, de notre accélération, de notre vie, de notre nervosité, de notre folie, de notre truc, tu vois, eh ben, pour le dire comme ça, plus artistiquement et moins intellectuellement, eh ben, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue s'il n'y a pas de présence du corps. Ça va les obliger à penser les choses autrement. Je sais que, par exemple, au théâtre, à l'Opéra Comique, Olivier Mantéi pense à mettre les chanteurs dans la salle, qui est énorme, qui est très grande, et de mettre les spectateurs sur le plateau. Donc, inverser les rapports. Je sais que Jean-Michel Ribes, au Théâtre du Rond-Point, il pense à faire tous les soirs un théâtre sur tréteau, devant les jardins, à l'extérieur. Les spectateurs pourront être disséminés. Donc, c'est la porte ouverte à l'imagination. L'idée, en effet, de ce dispositif, c'était par ces lignes blanches au sol, de symboliser une pièce, quelle qu'elle soit, le fait d'être, en effet, ces deux personnages à l'intérieur de cet espace relativement exigu pour justement évoluer, parfois se retrouver, parfois se heurter. Et en effet, on voulait que ça symbolise cet espace, on va dire, qui n'est pas celui de la boîte noire de la scène, qui est une sorte d'absolu, et en effet où le danseur peut prendre tout l'espace. Là, on est en effet confiné. C'est vrai que cette contrainte, on l'a vécue, nous, quand on était à la maison et quand on voulait continuer à travailler la matière chorégraphique. Et c'est vrai qu'on on se cognait des fois un peu partout et on poussait les meubles et bon. On a été enfermés ensemble, parfois pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'en effet, à certains moments, on voit bien que les jours étant presque des jours sans fin, à un moment, on passe par plein de variantes. Donc ça peut être violent, ça peut être désagréable. Et en fait, personne n'a pas forcément le même rythme. Qui allait prendre la place à ce moment-là, ici et maintenant? Donc c'est comme des bêtes en cage. Ça va être très, très, très intéressant de voir les œuvres qui vont être créées par les artistes nés du Covid-19. Tous les artistes vous diront qu'ils sont habitués au confinement. Parce que créer, ça veut dire s'extraire, s'abstraire, pour que ça infuse. Mais il y a les spécialistes, il y a les psychopathes du confinement. Je pense à un artiste qui était présenté ici au Palais de Tokyo, Abraham Poincheval. Abraham Poincheval, imaginez un rocher assez gigantesque dans lequel ce jeune artiste est rentré enfermé dans un espace extrêmement réduit pendant une semaine. C'était en 2017, dans les sous-sols du musée parisien. 3 ans avant la crise du Covid, l'artiste repoussait déjà les limites de l'enfermement. Donc là, j'ai des soupes, du coup, j'ai juste à prendre. Après, j'ai un petit ciseau qui est dans le compartiment à côté. Je coupe, voilà. Et puis après, j'envoie comme ça, du coup. Puis après, vous faites des petites choses comme ça. Après, Donc ça, ce sont des exercices de gym qu'il faut que vous fassiez tous les jours, c'est ça? J'essaie de faire tous les jours, ouais.
Sa performance, rester 168 heures dans une pierre, moulée, emmurée, dans le noir. Avec pour seule distraction, les questions des visiteurs. Vous n'avez pas les fourmis aux pieds des fois? J'imagine que tu en as marre de répondre à des questions à la con. Est-ce que vous attendez en fait de cette expérience? 20 ans que l'artiste expérimente la claustrophobie. Quelques années plus tôt, Abraham Poincheval se recroquevillait 2 semaines dans le ventre d'un ours empaillé au musée de la chasse. Il se terrait 1 mois dans un trou à Marseille, où descendait le Rhône dans une bouteille géante. Pendant la crise du Covid, ce blasé du confinement nous a donné rendez-vous, évidemment, dans une boîte. Oui, je vous ouvre. C'est toujours quelque chose d'ouvrir cette porte. Un habitacle d'1,60 m de diamètre dans lequel il a vécu pendant 1 mois et demi, en 2012. J'avoue, j'ai un grand penchant pour l'enfermement parce que c'est un endroit où je m'y sentais à l'aise. C'est un endroit où il y a beaucoup de vide aussi. Mais bien entendu, alors ça peut sembler contradictoire, opposé, mais en fait, c'est un endroit où le vide se répand et tout à coup, on enlève. C'est comme, c'est comme un oignon, on enlève toutes les peaux et on se retrouve juste soi. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait avec soi, quoi. Mais du coup, je trouve que l'expérience en vaut la peine. Un artiste, c'est un confiné. Un intellectuel, Nietzsche, quand Nietzsche parle de la création, il parle de l'enfermement nécessaire pour ouvrir le monde. Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de ce regard-là des artistes pour, au fond, réussir à donner un sens à ce qui se passe là. Le déconfinement peut être difficile parce que du coup, on est, je dirais, souvent réinjecté dans un quotidien qui était celui d'avant. Et du coup, il y a toujours un moment, en fait, je le sens très bien, c'est que je suis hors sol, quoi. C'est-à-dire que j'ai cette sensation de me déplacer à 5 cm au-dessus du sol. C'est-à-dire qu'on sent un espace de flottement, il faut reprendre possession de ses habitudes. Je trouve ça très marrant avec la sortie du confinement, là, par exemple, et de voir tout le monde un peu errer et de façon assez amusante, en fait, étant gêné de comment je me déplace dans un si grand espace, qu'est-ce que je fais d'un trottoir, voilà, tous ces flux d'autres personnes autour de moi, comment ça agit et comment je me sens un peu pâteau dans tout ça. J'aurais presque dit on était tous des Jacques Tati, quoi, et ça m'amusait beaucoup, quoi, de voir ça. Un confinement qui a aussi permis à certains artistes de sortir de leur tanière. Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, 89 ans, qui ne s'exprime jamais. Le mythique Jean-Luc Godard, qui fait en live sur Instagram 1h30 de discussion. Les images, déjà, c'est magnifique. On voit Godard avec son gros cigare. On apprend que Godard, à 17 ans, avait décidé d'arrêter de parler. Parce que les mots, c'était rien comparé à la main qui peint. Et j'avais 15-16 ans, et j'ai cessé de parler pendant 1 an ou 2 ans. Ma famille s'est inquiétée comme ça. Comme Jean-Luc Godard, pendant le confinement, les artistes ont inondé les réseaux. Pour des happenings improvisés entre voisins, ou des concerts confinés mondialisés. On a vu l'importance qu'avait le monde culturel pendant la crise. On a vu à quel point les artistes savaient inventer en permanence, nourrir les réseaux, créer le lien
Et on a vu à quel point les Français, effectivement, s'étaient beaucoup nourris de ce que proposaient les artistes. Maintenant, pour la culture, déjà, dans les discours du Premier ministre ou du Président, le mot culture, le mot théâtre, c'est pas du tout le mot qui sort. L'investissement culturel, c'est de l'investissement. Dites-vous que l'industrie de la culture est plus importante en nombre d'emplois et en chiffre d'affaires que l'industrie automobile. Il faudrait une fois pour toutes que les politiques s'en rendent compte et arrêtent de faire du populisme de bas étage, c'est-à-dire « oh, la culture, ça concerne que les privilégiés ». Non, justement. Face à la crise qui atteint la culture, un plan d'urgence s'imposait. Les artistes se sont mobilisés et le président de la République leur a répondu par une série de décisions. Le 6 mai 2020, Emmanuel Macron prend la parole en direct de l'Élysée pour rassurer. Une rencontre à huis clos avec des acteurs de la culture, suivie d'une prise de parole présidentielle. On a à créer sous contrainte extrême. Et donc il faut qu'on réfléchisse à comment on le fait, sous quelles conditions, et comment évidemment on permet aux compagnies, au théâtre, aux créateurs, aux compagnies de danse, de cirque comme de théâtre, aux artistes, aux producteurs aussi de tournage, de rendre ça viable avec ces contraintes-là. Et donc il faut qu'on imagine plusieurs formes. Le discours du président de la République était tout sauf un discours, et on aurait dit que c'était tout sauf le président de la République. C'est-à-dire, c'était plus, ça ressemblait à un happening théâtral, une expérience en quelque sorte. Mais je crois que Simon Leys, il y a cette formule, il dit quand Robinson part, il part pas avec des grandes idées de poésie ou de récit, il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Je trouve souvent bon, mais là, je trouve vraiment pas bon. Parce que, d'abord, je trouve qu'il y avait une forme de condescendance, que ce soit dans l'attitude. Genre, je parle à des artistes, un milieu un peu farfelu, un peu marginal, un peu à part. Le voir en bras de chemise, les yeux en l'air comme un mauvais comédien, extatique, énervé, appelant les artistes par leur prénom comme si c'était des copains. Je ne pense pas que le président de la République, quand il parle avec Mme Merkel ou les responsables de l'automobile, soient en bras de chemise et qu'ils fassent des grands gestes et qu'ils fassent quand même par moments des annonces assez stupéfiantes comme l'idée géniale de festivals sans public. D'ailleurs, voir le ministre à ses côtés, lui en costume noir, mais qui prenait des notes comme s'il ne savait pas ce que disait le président de la République, c'était quand même très, 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 très étonnant. On peut à l'infini gloser sur la forme. Quand le président nous parle d'enfourcher le tigre, pourquoi pas? Là, on rentre dans une période où on doit, en quelque sorte, enfourcher le tigre. Et donc le domestiquer. Il ne va pas disparaître, le tigre, il sera là. La peur sera là dans la société. Elle ne va pas disparaître. Mais le seul moyen qu'il ne nous dévore pas, c'est de l'enfourcher. Et là, je pense qu'il y avait un certain emballement dans le propos. Mais moi, je préfère quelqu'un qui retrousse ses manches symboliquement et qui nous dise « je vais vous écouter » que quelqu'un qui me fasse une déclaration un peu solennelle derrière une tribune du style « je vous ai compris ». Heureusement, il a quand même apporté des vraies réponses pour les intermittents en leur accordant une année blanche, une garantie pour le cinéma, 50 millions au Centre national de la musique. De premières mesures ont été prises, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faudrait saisir par les cheveux cette situation dramatique pour en faire un bienfait pour la culture, le savoir, la science, l'intelligence et la recherche scientifique. Je rêve en effet que l'on puisse proposer une nouvelle donne, un New Deal culturel, en s'inspirant en particulier d'un autre moment fort de l'histoire, la période Roosevelt. 1929, le krach boursier plonge les États-Unis dans la plus grande crise de son histoire. 25% de chômeurs, 2 millions de sans-abri et une population affamée. Quand le président Roosevelt est élu en 1933, le pays est détruit.
Its first objective is to put men and women now on the relief rolls to work. Roosevelt lance alors son New Deal pour remettre le pays en marche, un plan qui n'oublie pas les artistes. Les artistes sont en situation désespérée, les peintres ne peuvent plus manger, les écrivains ne peuvent plus écrire. Et Roosevelt a une réaction au fond politique, une réaction presque de sincérité. Il dit « Ah bon ? Les peintres ne peuvent plus manger, mais peut-être qu'on peut les faire travailler. Après tout, les peintres, c'est des gens qui doivent pouvoir peindre. Il y a sûrement dans ce pays besoin de peintres. » Et donc il va avoir une réaction assez expérimentale de dire « Essayons ». Donc, on n'est pas dans un registre artistique ou de politique culturelle. C'est l'idée que les artistes font partie de la société. Et au fond, ils font partie de la solution et non pas du problème. Roosevelt n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Roosevelt a soutenu, comme on doit le faire ici aujourd'hui en France, des dizaines de milliers d'artistes, d'écrivains, de créateurs, partout à travers les États-Unis. Et Roosevelt a osé, il a eu un culot formidable, ayant du culot aussi, ayant de l'audace aussi. Il a osé créer des institutions fédérales culturelles, ce qui était inimaginable aux États-Unis avant. Pendant le New Deal, le gouvernement américain commande 200 000 œuvres d'art public. Songez que beaucoup des artistes qu'on a connus plus tard sur la scène artistique américaine, Orson Welles, les grands peintres, Rothko, de Kooning, ils se sont affirmés comme jeunes talents à travers les mesures prises par Roosevelt. Orson Welles, c'est d'abord un metteur en scène de théâtre à cette époque. Et il va faire par exemple une version black, noire de Macbeth, avec l'argent du Federal Theatre Project, c'est-à-dire donc au fond il est fonctionnalisé par le gouvernement américain pour créer du théâtre. Arm and out! There is no flying hiss, no tearing here. I begin to be weary of the sun, and wish the estate of the world were now undone. Ring the alarm bell! Jackson Pollock, Arthur Miller, Elia Kazan, le New Deal de Roosevelt est un tremplin pour la culture américaine. Alors, il y a un discours très important de Roosevelt en 1941. Il inaugure la National Gallery, le seul musée public aux États-Unis, où il raconte comment la culture a basculé de New York, nouvelle capitale culturelle, alors que c'était Paris auparavant. On peut l'écouter. A few generations ago, the people of this country were often taught to believe that art was something foreign to America, something imported from another continent, something they had no part in. En finançant et en renouvelant des générations d'artistes dans le cinéma, dans le théâtre, dans la musique, dans la peinture, Roosevelt, peut-être sans même l'avoir imaginé et voulu, va créer la culture américaine de l'après-guerre. Je demande que l'on s'inspire de ces exemples-là, le New Deal de Roosevelt, ou le Front populaire de 1936, ou la Libération, ou la fondation du ministère de la Culture par Malraux, ou ce que nous avons entrepris en 81. En France, après la guerre, il y a eu un grand mouvement, notamment dans le cinéma, pour éviter que le cinéma français et européen soit complètement écrasé par le cinéma américain. Et les professionnels français ont bien vu le danger. Et donc, ils ont obtenu un financement des films à venir, français et européens, à travers une taxe sur la billetterie de tous les films diffusés en France, dont les films américains. Mitterrand, un jour, a employé une très jolie expression à propos de la culture. La mémoire est révolutionnaire. Il voulait dire par là, inspirons-nous des exemples historiques les plus forts pour imaginer le futur. Comme Jack Lang, de nombreux artistes estiment que les premières annonces du gouvernement ne suffisent pas. Parmi ces invisibles victimes du coronavirus, les jeunes artistes. Aujourd'hui, certains redoutent une génération sacrifiée.
Je pense que ce sont les jeunes créateurs qui vont être le plus impactés. Il faut bien reconnaître que l'arrêt des festivals de photos, des festivals de théâtre, tout ça, ça a été quand même une catastrophe parce que plus de vitrines pour se montrer, pour montrer son travail. C'est des jeunes pousses qui ne demandent qu'à grandir et tout à coup, ces jeunes pousses, elles ne peuvent pas grandir. Et c'est eux, ils font pas de bruit, eux, on les entend pas, ils sont pas dans les radars. Can you make it? J'ai chanté du ventre en fait. Can you make it easy like before? Elle devait faire partie de ces jeunes pousses de l'été 2020. Can you make it easy like before? I know I heard you, but I'm greedy, give me more. Crystal Murray, 18 ans, s'apprêtait à connaître sa toute première grande scène, ici, dans cette clairière. Lors du festival We Love Green, qui chaque mois de juin attire des dizaines de milliers de spectateurs grâce à de grosses têtes d'affiche, tout en exposant de nouvelles voix à un éventuel nouveau public. Mais cette année, le champ de We Love Green est resté vide. We Love Green, c'est 40 000 personnes dans un même parc qui sont là pour écouter de la musique et danser en fait. Donc j'étais genre trop contente, ça devait être mon premier festival. Ça devait être le commencement de ma promo et moi je me basais vraiment surtout sur ma promo live. Aujourd'hui, les revenus musicaux sont avant tout générés par les concerts. La voici donc fauchée dans son élan. En ce moment, on entend beaucoup les artistes qui sont connus, qui ont déjà leur single et leur hit et leur vue, que les artistes plus petits, quoi. C'est sûr qu'en temps de crise, on prend moins de risques, qu'on a moins entendu de jeunes talents à la radio ou à la télévision. Mais bon, tout ça, c'est toujours la course à l'échalote de l'audimat. Les artistes sont très inquiets, ils ont des raisons d'être inquiets. Parce que finalement, de tous les secteurs économiques, je pense que le secteur culturel sera celui qui sera le plus touché par la crise économique qui va suivre la pandémie. Face à cette crise, un seul acteur tire son épingle du jeu. Le numérique et ses géants, les GAFA. Plateforme vidéo, exposition numérique, librairie en ligne, le confinement a accéléré la consommation de la culture sur les écrans. C'est une réalité. Ce sont les grands gagnants parce que c'était la seule offre. C'est la consécration, ce qu'on appelle une culture de salon, c'est-à-dire une culture des écrans, une culture donc à la maison. On assiste à un transfert complet de la richesse créée par le monde de la culture vers les grandes plateformes du numérique. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce que créent les artistes vient enrichir les plateformes qui diffusent ces œuvres et non pas les créateurs. Ce sont des vautours qui s'emparent de nos richesses pour imposer leurs lois et réaliser des profits colossaux. Je crois qu'on doit aborder les GAFA en pensant que ce sont des partenaires. Qu'ils soient considérés comme des partenaires ou des prédateurs, les GAFA sont incontournables. Voilà, j'ai presque fini. Ces mastodontes ont sauvé la mise de certains producteurs pendant le confinement. Pinocchio, dis quelque chose, allez, remue la bouche, hein, pour ton papou. Tiens, dis-le. Dis papou. 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 Mars 2020, la sortie en salle de la superproduction Pinocchio est bouleversée par le coronavirus. Un gouffre financier pour son distributeur, Jean Labadie. Donc on était sur un chiffre de 1,7 million de cash-out. Et donc on a eu l'offre d'Amazon. On l'a prise parce que autrement, je ne vois pas comment on payait et comment on était capable de tenir jusqu'à la rentrée. Et quand on a travaillé 4 ans et demi sur un film, c'est vraiment pour nous très douloureux. Évidemment, on aurait préféré et on aurait adoré que ça se passe naturellement. En même temps, bon, le film passe sur Amazon, c'est un très gros succès, ils ont été très corrects, ça s'est fait vite. D'ailleurs, je crois qu'en fait, on a décidé, en même temps que Forte, qui était un film, une comédie française, qui lui a été dans la même situation que nous. Comme Pinocchio, cette comédie n'a pas pu sortir dans les salles. Son actrice principale s'en attristait sur les plateaux de télévision.
J'adorerais, moi, que Netflix il m'appelle ou Amazon et ils me disent allez, viens, on te donne l'argent, on rembourse tous les financiers. Ce serait mon rêve. Un rêve exaucé 3 semaines plus tard, Forte devient le premier film confiné racheté par une plateforme. Ouais, c'est... Depuis, le film a été visionné 750 000 fois sur Amazon. La puissance financière des GAFA bouscule l'exception culturelle française. Et il y a un autre risque avec le numérique, c'est la question de la numérisation des œuvres. Si on laisse les GAFAM, les grandes entreprises américaines du numérique, numériser l'ensemble des œuvres, ce qu'elles sont tout à fait prêtes à faire, on perd au fond notre propre patrimoine. C'est comme si on leur donnait les collections du Louvre en quelque sorte. Il y en a un peu ras-le-bol de l'écran numérique. On a de nouveau envie d'aller de nouveau aller toucher, regarder, sentir la matière. Parce qu'une œuvre, ce n'est pas une image. Un Van Gogh, c'est impossible à reproduire. Parce qu'un Van Gogh, c'est une succession de matière et d'effets de lumière. Quand vous voyez une photo d'un Van Gogh, c'est moche, ça ressemble à vraiment de la peinture très laide. Quand vous avez un Van Gogh devant vous, vous êtes ébloui. Évidemment, il y a des questions d'égalité de traitement. Il ne faut pas que les GAFA continuent leur course sans aucune contrainte et sans contribuer à l'effervescence artistique du pays et sans contribuer à l'exception culturelle française. Si je considère que je vais les utiliser pour faire rayonner nos spectacles, on avancera ensemble. Et il s'agit d'être exigeant avec eux parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos créations. Donc ça doit se dealer. Il faut bien se rendre compte que nous sommes là dans une bataille culturelle et économique vitale. Est-ce qu'on est prêt ou non à se bagarrer? Eh bien, à nous de sauvegarder notre histoire, nos valeurs, notre modèle, nos ambitions, nos rêves. Et c'est vital, c'est fondamental, c'est à la vie et à la mort. Et on y va, et on y va. Au-delà de cette bataille, l'académicien Alain Finkielkraut dit craindre une emprise du numérique sur nos vies, une virtualisation du monde. À l'heure du déconfinement, le besoin de culture se fait pressant. Chaque semaine, Diego et Cléo lancent un appel au cinéma en face de chez eux. Charade. Ils réclament leur film préféré. Full Metal Jacket. Mon voisin Totoro. Bon, pourvu que celui-là il arrive, hein, ouais. Des films projetés dès la nuit tombée, sur le mur face à leurs fenêtres, pour retrouver collectivement le plaisir du grand écran. Moi, ça me fait plaisir parce qu'on peut partager comme une œuvre, mais on n'est pas seul. Il y a plein de monde, même des inconnus autour de nous. Donc ça, c'est vraiment bien. La culture, l'histoire a montré que c'est vraiment de la première nécessité. Au moment où on a besoin de manger, de boire, de dormir, on a aussi besoin d'écouter de la musique, de regarder des films, de lire. C'est quelque chose d'indispensable, même au plus profond de la tragédie. C'est dur à dire, mais dire que la culture est un produit de première nécessité comme manger ou comme aller se faire soigner, non. Mais c'est un bien de première nécessité dans un second temps. C'est ce qui permet de survivre, de vivre autrement, mieux. Et là, je pense que beaucoup de gens ont fait l'expérience du pilier que c'était. J'espère que cette impulsion-là, ce sentiment-là, il va perdurer. Je reprendrai ce mot de Jean Vilar. La culture, ce doit être un service public, tout comme l'est l'eau, l'électricité ou le gaz. Et on pourrait ajouter aujourd'hui la santé. C'est un service public. Bientôt, les applaudissements résonneront dans les salles, face aux artistes. La parenthèse va pouvoir se refermer. Le virus de l'art, à nouveau, se propager.